Avec la sécheresse, certaines cultures comme le maïs qui ont besoin de beaucoup d'irrigation pourraient être limitées. Il est vrai qu'en quelques années, le maïs est devenu la deuxième céréale cultivée en France. Sur la route des retours, beaucoup de monde aujourd'hui. Ce week-end est celui de la fin des vacances pour une majorité de Français. Le pape Benoît XVI souhaite que les JMJ qui débuteront à Cologne le 18 août donnent un nouveau souffle au vieux continent. C'est ce qu'il a déclaré dans une toute première interview. Le 4x4, voiture favorite des citadins, malgré la hausse des prix de l'essence. Ces grosses voitures séduisent de plus en plus les conducteurs urbains et pas seulement les hommes. Depuis 15 ans, la route du rock s'installe à Saint-Malo, entre Fort-Vauban et la plage de Sillon. Place à la musique pop-rock ou électro. Madame, Monsieur, bonsoir. La sécheresse reste aujourd'hui la préoccupation majeure, avec surtout pratiquement le territoire aujourd'hui des restrictions d'eau plus ou moins sévères. Certains villages ont même dû fermer l'eau, habitués à des coupures donc. Exemple à Roure, dans les Alpes-Maritimes, où les sources se sont taries. Le maire a pris un arrêté pour restreindre l'utilisation de l'eau courante. Nathalie Jourdan et Frédéric Cerulli. Ça, c'est le ballon qui vient du bassin. Moi, je récupère l'eau ici, le tuyau est par là, et je vais partout dans nos jardins. Pour arroser son potager, Félix a toujours utilisé ce procédé. Il y a assez d'eau dans le canal pour se servir à des choses pour l'arrosage, pour les jardins. Il ne faut pas toucher l'eau de la maison. Mais c'est plus facile, plus pratique. La maison? Ouais. Ah oui, mais c'est dolce fa niente. Hein? Se la couler douce en période sèche n'est pas sans conséquences, surtout lorsque les vacanciers affluent. À force d'arroser tomates et salades avec l'eau du robinet, les habitants se sont retrouvés fin juillet sans une seule goutte d'eau potable. Le maire a dû prendre un arrêté municipal limitant l'usage du réseau domestique. Il n'y a que les anciens qui se souviennent ici que leurs grands-parents étaient obligés d'aller à la fontaine pour chercher l'eau, ne serait-ce que pour faire la soupe. Aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir l'eau au robinet et même une attitude simple qui est par exemple de fermer le robinet quand on se brosse les dents le matin. Il y a peu de gens qui le font. Les canaux d'irrigation ne passent pas dans tous les jardins du village. Pourtant, depuis l'interdiction, personne ne s'est fait prendre la main sur le robinet. Vous n'arrosez plus du tout? Bah non. On attend l'orage. Ça dure que 2 mois, hein. Il y a un bon mois de vacances. Bon, après, il n'y a plus personne. Début septembre, il y a la rentrée des classes, chacun part pour son boulot. Bon, je pense qu'il faut être sage. Les moins sages risquent une amende. Les contrevenants à l'arrêté du maire devront débourser 70 €. Et dans ce contexte, certaines cultures, comme celle du maïs, qui ont besoin de beaucoup d'eau, pourraient être mises en cause. C'est ce que souhaite le ministre de l'Environnement, Nelly Olin, mais aussi les responsables verts. Il faut dire que la culture du maïs s'est spectaculairement développée en France. Dans les années 60, on l'a trouvé essentiellement autour du bassin de l'Adour, dans le sud-ouest. Vous le voyez sur cette carte, le maïs représentait alors 450 000 hectares et progressivement, sa culture s'est étendue pratiquement à tout le pays. On estime aujourd'hui à plus de 3,5 millions d'hectares. Le maïs est devenu la deuxième production végétale derrière le blé. Une production que l'on retrouve en termes de production, un peu moins de 3 millions dans les années 60 et aujourd'hui plus de 16 millions de tonnes. Il est vrai que très longtemps la culture du maïs s'est révélée extrêmement rentable, ça ne sera peut-être plus le cas demain, comme nous le montre ce reportage à Dignac en Charente de Nicolas Luizet et Philippe Ritten. Les robinets d'arrosage sont fermés. Depuis ce matin 9 h, interdiction totale d'irriguer les cultures en Charente. Loïc exploite des dizaines d'hectares de champs de maïs, 70% de ses revenus. Il le sait, sans eau, sa récolte est menacée. On a travaillé 3 mois pour avoir ce genre de produit. Il est pas parfait, mais on a essayé de limiter la casse. Et aujourd'hui, les 20% qui restent sur l'emplissage du grain, on ne les fera pas. L'irrigation. Ce céréalier a bien tenté de faire sans. Mais aujourd'hui, il est catégorique, il n'a pas le choix. L'irrigation en Charente, lorsqu'on n'en fait pas, ça va nous donner des plantes comme celle-ci. Par exemple, un maïs totalement sec, qui n'a aucun développement végétatif, parce que brûlé par le soleil et sans épices, sans fleurs, sans rien du tout. Avec une telle sécheresse, l'irrigation est régulièrement pointée du doigt. Les agriculteurs en sont conscients. Cette année, Gérard a bien tenté de diversifier sa production avec des pois, mais il s'en aperçoit, ce n'est pas si simple de se reconvertir. Si on veut trouver une alternative au maïs, il faudra trouver autre chose que des pois, parce qu'on n'aura pas la compensation financière. Gérard est prêt à faire des efforts, mais il n'oublie pas qu'il y a 20 ans, il était éleveur. L'avenir, lui disait-on,
c'est le maïs. Tous les calculs économiques, les centres de gestion et les différents instituts qui nous pilotent et nous conseillent, nous orienter dans ce sens-là. L'adaptation, il va certainement falloir la faire, mais trouver quand même des moyens alternatifs où on n'ait pas des chutes de revenus importantes. Avant d'en arriver là, les producteurs de maïs veulent explorer toutes les pistes pour économiser l'eau. Selon eux, seul 1% de l'eau de pluie est utilisée en France. Circulation difficile sur les routes ce week-end. À la mi-journée, 440 km de bouchons. La journée a été classée rouge dans le sens des retours comme des départs. Reportage à Saint-Rambert-d'Albon dans la Drôme. Virginie Fichet et Vincent Hardy. Rapidement, il a fallu activer les itinéraires bis. Dès les premières heures de la matinée, le trafic était en effet saturé sur l'autoroute A7. 2 fois plus de temps qu'à l'ordinaire pour parcourir la distance entre Lyon et Orange. 125 km de bouchons en cumulé au plus fort de la journée dans la vallée du Rhône. Forcément, quand on ne rêve que de la mer, ça agace. On paye, on devrait rouler normalement. Alors on paye pour rouler à 10 à l'heure? J'ai jamais vu ça, moi. Nous allons à l'entrée de l'Espagne. Si on roule à 50 km/h, je crois qu'il y en a encore pour un sacré moment. Être zen ou ne pas l'être, face à l'adversité autoroutière, tout est question de mental et d'organisation. On a les gilets, on a la barre de remorquage, on a tout ce qu'il faut, la bombe anti-crevaison, on est équipé. Donc je crois que quand on part comme ça, avec une voiture bien contrôlée et tout, on part déjà avec un esprit tranquille, quoi. De l'autre côté de la route, il y avait ceux qui, eux, n'étaient pas pressés d'arriver. Dans ce sens, les premières complications sont apparues en début d'après-midi. Circulation en accordéon, pause à répétition, difficile fin de vacances. Jusque-là, ça va. On ne bourre pas, on prend notre temps et puis c'est tout. Il n'y a que ça à faire. La circulation est lente. C'est pas que ça bouchonne, mais c'est très lent. On n'arrive pas à rouler, quoi. On n'arrive pas à avancer. Bison Futé prévoyait 6000 véhicules par heure dans le sens des retours en début de soirée, mais les vacanciers manquaient décidément d'entrain pour rentrer. Nous sommes en dessous des prévisions. On peut penser que les automobilistes, enfin les vacanciers, sont restés un peu plus tard sur la côte compte tenu des conditions météo. Du sud vers le nord, le trafic devrait donc rester dense jusqu'à 22 h environ. Ce week-end du 15 août, c'est donc en effet la fin des vacances pour beaucoup. Hier, nous vous montrions le dernier jour de vacances de la famille Godefrin au camping des Falaises à Narbonne-Plage. Aujourd'hui, épisode numéro 2, le départ, avec Frédéric Monteil et Frédéric Bon. 9 h du matin, Jackie Godefrin a des frissons. Dans 3 heures, lui et sa famille doivent avoir quitté l'emplacement 183. Pas facile de tenir le chrono quand les femmes sirotent tranquillement le dernier café des vacances. De toute façon, toute bonne chose a une fin. Hein, pour travailler et voilà. Pour refaire le plein pour l'année prochaine, le portefeuille. 10 h, la caravane se range comme un dépliant touristique. L'équipe Godefrin est dans les temps, sauf qu'il manque quelqu'un à l'appel. Il manque le chat. Il est passé où? Je sais pas. T'as une idée de où peut être Majorette? Dans un trou, là, il est tout le temps dans le trou. Alors on y va. Autant vous le dire tout de suite, c'est l'affaire du jour. Pas de chat, pas de départ, alors tout le monde se mobilise. Majorette! Majorette! 1 heure plus tard, aucune majorette en vue. Les forces spéciales arrivent, le gardien du camping ouvre le local technique. 11h03, filmé en direct, la libération. On a trouvé le chat. Bon, maintenant on se dépêche, c'est l'heure des au revoir plus que des adieux. En 3 semaines, la famille Godefrin s'est fait une nouvelle amie. L'année prochaine? Hein? Non, l'année prochaine, non, arrête tes bêtises. Hein. Ah oui, avant. Ah, t'as intérêt, hein. Promis, hein. Oui, vous comptez bien revoir Jackie un peu avant? Bah oui, bah ça c'est clair. Hein. Dès qu'on arrive, demain matin, on te donne un coup de fil. Hein? 11h15, le grand départ, direction Château-Thierry. 12 heures de route, 900 km par les nationales. Derrière eux, l'emplacement 183 est désertique. Même les feuilles ont déjà un goût de rentrée. Et l'essence à la pompe risque d'augmenter aussi dans les semaines qui viennent, car les prix du pétrole continuent de flamber. Du coup, en France, le débat reprend sur les taxes pétrolières, comme nous l'expliquent Christelle Marty et Samuel Humez. Sur la route des vacances, c'est l'étape de la station-service qui risque de coûter le plus cher. Depuis la flambée du brut, les prix du carburant s'emballent et le consommateur voit rouge. Ça va me coûter une fortune. Parce qu'on peut y faire pas grand-chose, malheureusement. C'est dû aux taxes, je pense.
Car plus le prix du baril augmente, plus les taxes, elles aussi, flambent et remplissent les caisses de l'État. Elles représentent 70% du prix du litre de carburant. La TIPP fixée en début d'année et la TVA qui varie en fonction du prix du brut. Le Parti socialiste propose donc le retour de la TIPP flottante, supprimée en 2002 par le gouvernement. Elle permettrait de compenser les envolées du pétrole. Si cette taxe diminue lorsque le prix du pétrole augmente, à ce moment-là, vous avez pour le consommateur un moindre coût. Sur cette question, le gouvernement reste encore muet. Le député UMP Gilles Carrez propose lui une autre solution en combinant TIPP fixe et TVA. On fasse la somme des deux, qu'on regarde à la fin de l'année si la somme des deux est supérieure ou inférieure aux prévisions, et si elle est supérieure aux prévisions, qu'on en redistribue tout ou partie selon des modalités à définir. Hier, le baril de brut a dépassé 67 $. Mauvaise nouvelle donc pour les automobilistes. Dans quelques semaines, faire le plein coûtera encore plus cher qu'aujourd'hui. Le débat politique ne fait donc que commencer. Au Portugal, les feux ont repris dans le centre et le nord du pays. 300 pompiers sont à pied d'œuvre. Hier, un pompier de 23 ans s'est tué au volant de son véhicule alors qu'il se rendait sur les lieux d'un incendie. Éléonore Roquet. Le répit aura été de courte durée. Après 3 jours d'accalmie, le feu a repris de plus belle. Depuis hier, 9 nouveaux incendies embrasent le nord et le centre du pays. Le plus important, celui de Santa Comba, reste hors de contrôle malgré l'intervention de centaines de pompiers. La bonne volonté des habitants n'y peut pas grand-chose, le feu progresse et le pessimisme gagne. Les pompiers se disent incapables de venir à bout des flammes avant lundi. Avec les températures élevées, tous craignent de nouveaux départs de feu. Hier, un pompier est mort dans l'accident de son véhicule, ce qui porte à 9 le nombre de victimes des incendies. Alors que le pays est confronté à sa plus grave sécheresse depuis 1945, près de 120 000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année. Il est vrai que depuis 2001, 20% des forêts portugaises ont disparu en raison des feux. Alors, dans une ville du centre du pays, les habitants ont décidé de se mobiliser pour renforcer la prévention. La ville a mis au point un système unique qui utilise le GPS pour combattre tous les départs de feu. Reportage Florence Mavic et Delphine Parky-Miller. Attention au danger. Très vite, ces flammes peuvent transformer la forêt en brasier et menacer le village le plus proche. Immédiatement, Joao est sur le pont. Il n'est pas pompier, mais employé municipal, formé au premier geste anti-incendie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Nous avons fabriqué un remblai pour que le feu ne prenne pas. Maintenant, les pompiers vont prendre le relais. Le feu a été repéré par l'une des patrouilles de la ville de Maceió. Lassé de voir ses forêts partir en fumée, la municipalité a mis sur pied son propre système de prévention et d'intervention. Au cœur du dispositif, cet appareil, un GPS. Grâce à ce système, nous enregistrons la position exacte du feu et son intensité. Ça nous permet de transmettre avec plus de précision les données au commandant des pompiers. Celui-ci pourra intervenir de manière plus rapide et efficace. Les informations sur les incendies sont centralisées par la mairie à l'intérieur de cette camionnette stationnée dans un quartier de la ville. Sur les écrans apparaissent les départs de feu, le type de végétation qui brûle ou la localisation d'habitation. Un coordinateur va guider les pompiers grâce à une topographie précise. Sur ces cartes sont indiqués les endroits où l'on peut pomper l'eau du fleuve. On voit aussi l'emplacement des réservoirs fixes et des routes d'accès. Cette région au centre du Portugal est la plus durement touchée par les feux depuis 2 ans. Chaque village qui dépend de la commune de Maceió a reçu une citerne d'eau mobile. Ça aussi, ça fait partie du dispositif anti-incendie. Et chaque semaine, c'est le branle-bas de combat chez l'un ou l'autre. Ce volontaire nous explique qu'il faut partir sur le champ dès qu'un départ de feu est signalé. Ce système original qui mêle le volontarisme des habitants et la précision technologique du GPS semble efficace. Jusqu'à présent, autour de Maceió, aucun incendie n'a dégénéré.
En Israël, la police a déployé des centaines d'hommes dans la vieille ville de Jérusalem. En effet, des dizaines de milliers de fidèles juifs sont attendus au mur des Lamentations, qui se trouve en contrebas de l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Israël redoute les manifestations des nationalistes israéliens plus mobilisés que jamais contre l'évacuation des colonies de Gaza. Symbole de l'enfermement palestinien, un propriétaire terrien vit depuis 1992 dans sa maison palestinienne occupée par des soldats israéliens. Il n'a jamais voulu quitter sa terre ni sa maison et a dû vivre une cohabitation pour le moins difficile. Philippe Visserias. Au bout de cette rue, en plein cœur de la ville palestinienne de Deir el-Bala, se trouve un camp retranché. La colonie israélienne de Kfar Darom, protégée par d'immenses blocs de béton. Une implantation qu'il est interdit d'approcher. Juste devant, une maison isolée, cachée dans les étages des soldats israéliens. Au rez-de-chaussée, une famille palestinienne. Khalil el-Bashir n'a jamais voulu abandonner sa maison. Il nous attend devant l'entrée, mais très vite, il rentre se mettre à l'abri. Kfar Darom n'est qu'à 70 mètres de ma maison. Ma propriété est considérée comme une base militaire israélienne. Une proximité qui fait son malheur depuis des années. Ce directeur d'école vit cloîtré avec sa femme et ses 5 enfants. Ils n'ont pas le droit de sortir, pas le droit de monter dans les étages, pas le droit de recevoir. Un univers confiné où regarder par la fenêtre peut coûter la vie. Il faudra se cacher pour filmer ce char israélien qui passe à quelques mètres de chez lui. Vous le voyez, les chars c'est comme ça toute la journée. Rien que le bruit suffit pour faire fuir n'importe quel être humain. Mais pour le bien de ma maison et de ma terre, je suis prêt à supporter n'importe quoi. La nuit, les soldats israéliens viennent dormir chez lui. Khalil et tous les siens sont alors enfermés dans une seule pièce. 3 soldats s'installent devant la porte et pointent leurs armes sur nous. Un autre soldat, avec son fusil, marche au milieu de nous. Et il refuse même qu'on aille aux toilettes. Laissez-moi vous inviter dans la pièce où les Israéliens ont essayé de me tuer. C'était il y a 4 ans. Il lisait sur son lit lorsqu'un mortier a explosé devant sa fenêtre. Blessé à la tête, c'est un miracle s'il n'est pas mort. Depuis lors, la pièce est restée en l'état et Khalil a continué à vivre chez lui. Signe des temps, ses enfants ont écrit le mot paix en anglais avec des douilles. C'est un message à l'attention des soldats qui viennent chaque nuit, pour leur dire qu'il est temps de faire la paix. Même Youssef, son fils, blessé dans le dos l'an dernier par un soldat israélien, n'a pas l'esprit de revanche. J'ai hâte d'aller visiter le camp de Kfar Darom. Peut-être que les colons auront même laissé un petit message à notre attention. Assis sous le drapeau de la paix, Khalil attend sa délivrance avec impatience. À quelques jours du début des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne, le pape Benoît XVI, dans une toute première interview, a insisté sur les racines chrétiennes de l'Europe, espérant que ces JMJ pourraient donner un nouveau souffle au vieux continent. En attendant l'arrivée du nouveau pape bavarois, les Allemands se passionnent pour tous les lieux et les objets de l'ancien cardinal Ratzinger. Reportage Jérôme Bonny et Manfred Kotzurek. Las d'être assailli nuit et jour par des milliers de pèlerins et de touristes, la propriétaire de l'ancienne maison du pape l'a mise en vente. Les offres atteignent 9 millions d'euros. Quant à la voiture du cardinal Ratzinger, elle a déjà été vendue par Internet pour la bagatelle de 188 938 euros. C'est l'effet Benoît XVI. Dans sa Bavière natale, ce viticulteur prépare amoureusement le vin de Metz, avec lequel le pape officiera à Cologne pour les Journées mondiales de la jeunesse. Un Sylvaner 2004, sec et fruité. Un Bavarois de naissance ne peut que l'apprécier. L'église Notre-Dame de Munich vit elle aussi dans l'attente du voyage papal. Les conversions se succèdent. Cette jeune protestante a décidé de devenir catholique. J'ai entendu la Vierge Marie, cela m'a impressionnée. Et je suis très contente que nous ayons un pape allemand. Depuis l'élection de Benoît XVI, qui fut archevêque ici, une quinzaine de brebis égarées sont revenues.
après l'intronisation du pape, ils sont entrés dans l'Église catholique de nouveau. Donc pour vous, il y a un effet Benoît XVI? On peut le dire, oui. Ouais. Depuis avril, pas moins de 49 ouvrages consacrés au nouveau pape sont sortis en librairie en Allemagne et ils se vendent comme des petits pains. 60 ans après la guerre, le fait d'avoir un pape allemand au Saint-Siège contribue ici à décomplexer le sentiment national dans un sens pacifique. Et puis on apprend que hier soir, un camp de pèlerins d'une communauté française a été saccagé par 3 jeunes. Ils ont mis à sac une des tentes où étaient rassemblés quelques milliers de pèlerins. Ils ont été interpellés par la police. Ça se passait en Allemagne, donc. Au Sri Lanka, le ministre des Affaires étrangères a trouvé la mort dans un attentat. L'état d'urgence a été déclaré. Les séparatistes tamouls soupçonnés par les autorités ont nié toute responsabilité dans cet assassinat. Le ministre a été abattu dans le jardin de sa résidence par des tireurs embusqués alors qu'il était censé être protégé par une centaine de gardes du corps. Le Sri Lanka en quête pourtant de stabilité politique après le tsunami de décembre 2004 qui avait ravagé une partie de ses côtes. Tous les efforts ont été déployés pour relancer la machine touristique, la 3e richesse du pays. Des offres promotionnelles ont permis d'augmenter la fréquentation. Jérôme Soulard et Jean-François Renaud. Des danses, des chants, 10 jours de parade pour honorer les dieux protecteurs. 8 mois après le tsunami, c'est la fête dans les rues de Kandy. Divine surprise, avec 254 000 touristes enregistrés au 30 juin 2005 contre 225 000 l'an passé, la fréquentation a augmenté, plus 12,8%. Nous n'avons pas attendu ces chiffres-là parce qu'on a attendu simplement fin d'année, rétablissement de l'industrie du tourisme. Mais finalement, une fois que nous avons lancé la promo, un promo exceptionnel, parce que quand vous payez pour une première personne, deuxième personne totalement offerte, cette promo s'est vraiment marché. Et même après la promo, on a des chiffres actuellement pour le mois de juillet. Les gens sont continuent d'y aller, mais ce n'est pas en groupe, surtout individuellement. 30 000 morts, d'innombrables destructions. Le 26 décembre 2004, la vague tueuse bouleversait l'économie du pays. Quelques semaines plus tard, sur les plages de l'océan Indien, les touristes avaient disparu, toutes les réservations étaient annulées. Une catastrophe nationale. L'occupation est normalement de 100%, nous sommes à 30%. Le fait du tsunami, aucun touriste. Mais le tourisme au Sri Lanka, c'est la 3e richesse du pays, 500 millions de dollars de devises en 2004. Les autorités ont réagi avec ces offres promotionnelles, un voyage acheté, le 2e à 50%, avec en prime un appel à la solidarité des vacanciers. Mon message, c'est d'expliquer qu'ici, 300 000 personnes dépendent du tourisme. Et vous savez, leur vie ne reprendra que lorsque les étrangers décideront de revenir ici, en vacances. Au Sri Lanka, 80 000 logements sont à reconstruire, des milliers de personnes sont sans emploi. Avec l'aide internationale, le retour durable des touristes sur l'île reste donc le principal espoir d'une population traumatisée. En France, les disparues de Boulogne-sur-Mer étaient en fait des fugueuses. Hier soir, les 2 jeunes filles ont spontanément regagné leur domicile. Elles ont été placées dans une structure d'accueil. Elles se sentaient en révolte. Laurence Deleur et Dominique Maas. Sa fille est en vie. La mère de Déborah, ce matin, a retrouvé le sourire. Bon, je sais que c'est normal que la justice est en colère après eux, parce qu'ils ont fait bouger beaucoup de monde. Ils se sont amusés. Je voudrais la voir quand même la serrer dans mes bras. Lui dire que je l'aime, que je suis soulagée qu'elle est vivante. Hélène, 14 ans, et Déborah, 16 ans, étaient en train de rentrer chez elles lorsque les policiers les ont retrouvées. La procureure adjointe a annoncé dans la soirée qu'il s'agissait d'une fugue. Et le juge a décidé de placer les 2 adolescentes en structure d'accueil. Les familles les ont seulement entrevues avant de repartir seules. Vous attendez pas qu'elles sortent là? Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Non, ils sont partis, ils sont en pension. Les enquêteurs ont retrouvé 2 fugueuses rebelles et en pleine crise d'adolescence. Déborah était déjà partie de chez elle en octobre dernier. Cette fois-ci, toutes 2 ont laissé leurs parents sans nouvelles pendant près d'1 semaine. Un juge des enfants doit être saisi mardi et décider du retour ou non d'Hélène et de Déborah à la maison. Et à Nice a été créé il y a quelques années déjà un centre d'accueil spécialisé pour ces adolescents perdus. Ils y sont pour la plupart placés d'office, soit après des fugues comme celle-ci ou des violences. L'originalité à Nice, c'est de leur apprendre à respecter des règles pour grandir et vivre avec les autres. Dans ce but, ils sont encadrés par des éducateurs, mais aussi par des psychiatres qui leur permettent de prendre conscience de leurs problèmes de comportement. Mathias Sillon et Frédéric Capron. Sur les hauteurs de Nice, dans l'enceinte d'un hôpital psychiatrique,
Un bâtiment grillagé placé sous vidéosurveillance. Derrière ces barreaux vivent 12 jeunes délinquants dont plus personne ne veut s'occuper. Ni leur famille, ni les foyers classiques. Elodie, 16 ans, est hospitalisée ici depuis 2 semaines. Interdiction de sortir, pas de coup de fil aux copines, pas plus de 5 cigarettes par jour. Ces règles strictes imposées par les adultes, Elodie les a violemment rejetées lors de son admission. Je les ai insultés, après ça s'est passé très mal quoi. Et après j'ai passé 2 jours dans un autre service où là j'étais en chambre d'isolement. Et ça m'a calmé un petit peu. Et quand je suis revenue, je me suis dit il faut que j'accepte les règles, il faut que j'accepte tout, sinon ça va mal aller pour moi. Le parcours d'Elodie ressemble à celui de beaucoup de jeunes placés ici. Consommation de stupéfiants, fugue à répétition, 5 foyers et 2 familles d'accueil en 7 mois. Quand tu étais sur l'extérieur, donc quand ça n'allait pas, tu partais, tu fuyais? Moi, je fuyais l'autorité et les problèmes. Et la juge a décidé que cet endroit, il serait bien pour moi. Oui. On essaye de comprendre pourquoi je fuguais et essayer peut-être d'arrêter. C'est le premier centre en France qui prend en compte la dimension psychiatrique de la délinquance. Son équipe mêle éducateurs et médecins. Seulement 25%, un peu moins même de 25%, présentent ce qu'on appelle une pathologie psychiatrique avérée. En revanche, ce qu'on rencontre bien plus fréquemment, ce sont ces troubles de la personnalité en cours de constitution. Ces adolescents sont hospitalisés ici en urgence, avec ou sans leur consentement. Ils ont 2 mois pour prendre conscience de leurs problèmes psychologiques. Passé ce délai, ces mineurs retournent dans leur famille ou dans un foyer classique. C'est le cas de Sylvain, 17 ans. Il quitte le centre, mais continuera à être suivi par un psychiatre. C'est la première fois en tout cas qu'ils m'ont fait savoir des choses sur moi-même que je savais pas. Des choses que je savais pas, que des fois je me mettais au même niveau que les adultes. Enfin, je pensais être maître de tout sur moi et je le suis pas. C'est ça le truc, c'est que c'est décevant, mais je suis pas maître de mes gestes, je suis pas maître de mes pensées, en tout cas pas maintenant quoi. Avant de partir, entretient un bilan avec l'équipe du centre. Tu tolères mal, donc les adultes ayant une responsabilité par rapport à toi, te disent qu'à leur avis, il faut faire de telle manière et pas comme tu le souhaites. Ça fait 9 ans que je suis en foyer, 9 ans que j'ai dû un peu me débrouiller seul. J'ai dû un peu justement grandir plus vite que les autres et j'ai peut-être grandi trop vite. Difficile de dire si le travail amorcé ici sera suffisant. Sylvain quitte ce cadre très strict après 7 semaines d'hospitalisation. Une courte durée comparée aux 9 années qu'il a passées dans des foyers classiques. À Val d'Isère, le salon du 4x4 a ouvert au public, des 4x4 de plus en plus sophistiqués et qui en général roulent assez peu en dehors du macadam. Portrait de quelques amateurs avec Céline Crespi et Antonin Broutard. Bienvenue au salon du 4x4. Ici vont défiler 50 000 personnes en une semaine. Étonnante fascination pour des tout-terrains, souvent synonymes d'engins pollueurs, détestables même. Alors pour comprendre, direction les essais et rendez-vous avec des passionnés. À quoi ça sert d'acheter un 4x4? D'abord pour aller à des endroits où on ne peut pas aller autrement qu'en 4x4, peut-être en vélo tout-terrain quand on est très sportif. Pourtant, 80% des 4x4 ne mangeront que du goudron et les gens du coin ne s'y trompent pas quand ils voient débarquer une espèce bien étrange, le Parisien. Un 4x4 tout neuf, jamais vu un caillou, rien. C'est bien, sur 10 cm de neige, ça reste tout coincé, voilà. Certaines personnes, ils achètent des 4x4, c'est pour rouler en ville. Moi, je dis là c'est de la frime. Alors on ne sait pas s'ils sont frimeurs ou pollueurs, mais ce qui est sûr, c'est que les conducteurs de 4x4 se sentent aujourd'hui persécutés. On m'a dit que j'étais une gauche parce que j'avais mon voyageur, c'était un V6. Et tout ça, on m'a traité de gauche, tout cuir, toute option, et voilà, tout bêtement. Et c'est pas une question de gauche, c'est une question de plaisir. Les mecs avec le fusil, parce qu'on est passé le long de sa clôture, bang bang. Voilà. Ah oui. C'est dangereux le 4x4 alors? Non, c'est pas dangereux. Sauf quand on a affaire à des cons. L'appel de la nature, c'est sans doute ce qui pousse à acheter un tout-terrain. Une nature qui, parfois, lui met des moutons dans les roues.
Dans le Lot-et-Garonne, notre agent est Bergerac. La petite cité médiévale de Montflanquin organise un marché des producteurs, des étalages pour faire découvrir les produits locaux et attirer les touristes dans le village. Reportage Emmanuel Lambert et Chloé Lecomte. Une bastide médiévale s'apprête à faire la fête. Tous les jeudis à Montflanquin, on organise un marché nocturne. Les exploitants ne se contentent pas de vendre leurs produits, ils les cuisinent et surtout, on peut les déguster sur place. J'ai pris une assiette de chèvre chaud. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut manger sans problème. On a une grande famille. On serait au restaurant, ce serait que des problèmes. Alors que là, on est dehors, on est assis sur des tables. Depuis 4 ans, les producteurs locaux ont choisi cette nouvelle méthode de vente sans vouloir mélanger les rôles. On est producteur, on n'est pas restaurateur. Ce n'est pas notre métier. Mais notre métier, c'est de vendre diverses formules. Et ça, c'est une formule qui marche bien. Le succès est indéniable. Chaque semaine, ils sont près de 600 à s'attabler ici et une personne sur 2 repart avec des produits. Ici, on peut tout goûter puis décider d'acheter. Au Canada, nous n'avons rien d'équivalent dans nos supermarchés. On se contente d'acheter en espérant que ce sera bon. Le contact d'être auprès un petit peu des producteurs, c'est très sympathique parce que là, ils peuvent nous parler un peu de leurs produits, de leur région, de leur savoir-faire. Sur ce marché, on peut manger à sa faim pour moins de 15 €. Alors bien sûr, au départ, les restaurateurs ont eu peur, mais aujourd'hui, ils ne voient plus cette concurrence d'un mauvais œil. Des incidences dont le monde appelle le monde, et plus il y aura de choix dans le village, et plus il y aura de monde. Et pour brûler ses calories, rien de tel qu'une visite au flambeau. Chez nous, qu'on appelle les Augustis. Histoire de nourrir l'esprit autant que le corps, dans une même soirée. 10e Tour de France en ULM pour 250 participants. En une semaine, ils ont parcouru 3000 km avec évidemment une étape à Millau et le survol du viaduc. Hélène Vergne et Pascal Ponce. Il a encore la tête dans les nuages, mais prépare son retour sur terre. Arrivé à Millau sur le plateau du Larzac, point d'escale du Tour de France d'ULM. On subit quand même les éléments, mais on flotte, il y a la sensation de liberté également. Il faut essayer pour savoir. C'est leur 10e année ensemble, 120 aéronefs pour un périple de 3000 km. Bien sûr, il y a les nuits sous la tente et la fatigue qui s'accumulent, mais qu'importe. Pas question de rester cloué au sol, surtout pas pour Christian Deluca, paraplégique depuis 15 ans. J'ai eu la chance, après une rééducation fonctionnelle qui a très bien marché, de récupérer un petit peu de force dans la cuisse gauche, ce qui me permet, en attachant mes pieds sur les pédales de l'ULM, de diriger ma roue au sol. Et quand j'ai décollé, donc, je n'ai plus besoin des pieds. Donc voilà, je suis comme n'importe quel pilote. Et pour réaliser son rêve, rien de tel que ces machines volantes. ULM pour ultra léger motorisé. 450 kilos, 2 places, des modèles pour tous les goûts et presque toutes les bourses, à la différence de l'avion. Compte tenu des coûts, on est obligé de voler sur des appareils club. Tandis que l'ULM est accessible, on peut l'acheter comme on achète sa voiture et ça donne beaucoup de liberté à chacun. Une liberté et surtout un privilège, celui de découvrir la France autrement. Ici, le viaduc de Millau, à plus de 1500 mètres d'altitude. En Bretagne, au large de Quiberon, entre les îles de Watt et de Hédic, le père Jean-Noël Lanoé, recteur et marin par la force des choses, gagne régulièrement les 2 îles à la rencontre de ses ouailles. Mais si le curé rencontre quelques pêcheurs, c'est aussi parce que lui-même taquine le bar et le mulet. Bref, dans ces îlots, notre homme de foi est comme un poisson dans l'eau. Jean-Jacques Dufour et Jean-Louis Melin. Comme pour éloigner la noirceur du diable, Watt affiche une blancheur virginale. C'est très mignon ici. C'est très beau. Watt, c'est très beau. Le bourg a été refait il y a une vingtaine d'années. Ça a été vraiment très très bien refait. Recteur des îles, le père Lanoé est aussi un pêcheur impénitent. Cela dit, sans vouloir blasphémer. J'ai fait quelquefois des pêches intéressantes, mais j'arrête de pêcher quand j'ai assez de poissons pour moi et de quoi donner à droite et à gauche. Et vous avez beaucoup de fidèles? Je compte à peu près 80 pratiquants réguliers à Watt sur une population de 300 habitants. C'est mieux que la moyenne nationale ou pas? Bien mieux que la moyenne nationale. La moyenne nationale est autour de 7%, entre 7 et 10%. Et à Watt, ça fait 20% pratiquement. Ancré à 9000 au sud de Quiberon, Watt vit surtout des produits de la mer. Il y a beaucoup de pêcheurs,
sur l'île? Alors, il y a, comme professionnel, on est tombé à 20 bateaux de pêche. On a connu 46 bateaux de pêche à Watt, et il ne reste plus que 20. Beaucoup sont là ce matin parce qu'il y avait du vent du jour, ils ne sont pas sortis. Vous pêchez beaucoup de crevettes ici, l'hiver? Bah, c'est suivant le temps. Hein. S'il y a une tempête, ça va, c'est bon pour la crevette, mais si c'est un temps calme, c'est bon à rien. Pour ça, si je faisais à l'église des prières pour demander du beau temps, il faudrait savoir du beau temps pour qui. Le beau temps du plaisancier n'est pas forcément le beau temps du pêcheur. Vous aimez la tempête? Moi, oui. Oui, j'aime la tempête. Oui. Curieusement, oui. Une mer toute plate, non, ça me plaît pas beaucoup. Non, j'aime bien que ça remue un peu, mais ça fait partie des contraintes. On ne pourrait pas nommer comme recteur des îles, prêtre chargé des îles, quelqu'un qui aurait le mal de mer. En fait, le mal qui ronge ces îles, Watt comme Edic, ça serait plutôt la tendance au dépeuplement. L'avenir des îles pose des tas de questions. Jusqu'à quel seuil de population pourra-t-on maintenir des écoles, un bateau tous les jours et un prêtre? Le prêtre fait partie des services mis à la disposition de la population. Plus la population diminue et plus le service en question se trouve remis en cause. Donc on ne sait pas. Hein. Paradoxalement, pendant que les uns décampent, les autres plantent la tente, surtout l'été. C'est joli, Edic. Ouais, des fois, il y a des dauphins au niveau de Groix là-bas. Et vous êtes baigné? Oui, du bateau. Oui. Elle est froide? Fraîche. Fraîche comme l'intérieur de cette église où le père Lanoé prêche pour sa paroisse. Je vous souhaite d'entendre cet appel du Christ et de profiter des vacances aussi pour faire un petit peu le point. En résumé, demandez-vous si vous êtes sur la bonne route, vous savez, celle qui conduit à Dieu, en passant par la petite crique. Ou sur la plage. En attendant le paradis, Watt et Edic me semblent un purgatoire très acceptable. On ira. À Helsinki, les Français sont passés à côté des médailles au 4x100 mètres. Consolation quand même, les hommes se sont qualifiés pour la finale du 4x400. Elle aura lieu dimanche. Christophe Duchéron. Les Françaises étaient championnes du monde en 2003 et ce qu'il en reste ce soir, c'est un souvenir. Sur la piste aujourd'hui, elles ont trouvé meilleures qu'elles. Les Américaines en bleu et en or, les Jamaïcaines en jaune et en argent, les Biélorusses en vert, en rouge et en bronze. Les tricolores en 4e position, malgré la présence de Christine Arrault au couloir numéro 3 pour finir en beauté. C'est une légère déception dans cette discipline, où les filles de chez nous pratiquent le sprint avec autant d'intensité que le crépage de chignon. En série du 4x400 mètres, les Français ont eu chaud, ce qui n'est pas un mince exploit à Helsinki où il fait frais. Dans cette épreuve qui relie normalement les hommes aux hommes, où la coordination doit l'emporter, les Bleus sont arrivés en désordre et en mésentente pas très cordiale. Raquel et John étaient les deux meilleurs amis du monde, mais c'était hier. Aujourd'hui, les Bleus n'ont dû leur salut qu'à la disqualification des Saoudiens en blanc, eux qui ont eu le malheur de passer le témoin hors zone. Le 3e, les Français sont 2e et qualifiés d'extrême justesse. Champions du monde à Paris eux aussi il y a 2 ans, à l'époque où les Bleus étaient des copains, il faudrait une sorte de miracle dominical pour qu'ils conservent leur titre demain. Football avec la 3e journée du championnat de France de Ligue 1. Cet après-midi en match avancé, le Paris Saint-Germain s'est imposé facilement 2-0 face à Toulouse qui termine à 10 après l'expulsion de Bergogneau. La domination de Paris a permis à Paoletta de faire le doublé à la 44e et à la 62e minute. Vous avez vu ces exploits. Le classement PSG est toujours leader du championnat. Le rock à Saint-Malo, c'est ce week-end. La route du rock est devenue un rendez-vous depuis 15 ans incontournable. Son originalité donnait leur chance à des groupes qui n'ont pas encore forcément atteint la notoriété. Laurent Di et Jean-Jacques Le Garrec. Art Brut, c'est leur nom. Ne cherchez pas, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. Pourtant, hier soir, c'est eux qui ont ouvert la 15e édition de la Route du Rock. Particularité du festival de Saint-Malo, donner une large part à la découverte, une chance pour des groupes encore inconnus du grand public français. C'est génial de jouer quand personne ne vous connaît. Les gens se demandent, mais qui c'est ce groupe? On est obligé de casser la baraque pour les faire bouger. C'est comme un jeu. Il faut faire ses preuves. Oui, c'est vraiment un jeu et j'adore ça. Il faut se vendre. Venez, venez, nous sommes bons, soyez nos amis.
start driving south on Interstate 5. C'est autre chose que les grands festivals où on voit que des têtes d'affiche qui tournent partout, quoi. Donc là, c'est un petit peu plus original. Clairement, Saint-Malo a trouvé son public. Beaucoup d'habitués qui viennent là depuis des années, certains qui trouveront leur bonheur. C'est le seul festival vraiment rock. Souvent les festivals c'est assez éclectique et ici c'est intéressant parce que justement c'est vraiment un public ciblé, des gens qui ont le même goût qui se retrouvent, ça c'est cool. Il faut dire qu'ils sont chouchoutés les spectateurs. Avec chaque après-midi des siestes, des concerts organisés sur la plage, idéal pour récupérer. Ce soir on a prévu 7 heures de concert. 7 heures qui s'enchaînent, oui. Bon, sur 7 heures, il y a quand même des têtes d'affiche. Hier soir, Wedding Present ou Yola Tango. Mais ne croyez pas qu'on refuse forcément les très grosses formations. Pour ses 15 ans, le festival accueille The Cure, qui donne à Saint-Malo son seul concert en France de l'été. Ainsi se termine ce journal. Tout de suite la météo avec Isabelle Martinet à 20h50. Vous retrouvez évidemment Fort Boyard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 13h. Excellente soirée à tous.